En fait, ça fait partie des critères quand on recrute quelqu'un. De toute façon, la peur, si on parle de peur à proprement parler, tout le monde aura peur dans sa vie. Et si un mec n'a pas peur, clairement, c'est un mec qui ne nous intéressera pas parce qu'un mec qui n'a pas cette conscience du danger, qui croit avoir une invulnérabilité totale, c'est pas un mec qui sera intéressant pour nous parce qu'en fait, il pourra mettre en péril les autres opérateurs en ayant une action qui ne correspond pas à notre protocole. Donc nous, ça, on veut pas. Nous, on veut un mec avec un profil particulier. Et donc, tout le monde a peur. La question est de savoir comment une personne qui sera soumise à un stress va gérer sa peur. Et en gros, la question est de savoir s'il aura un stress positif ou un stress négatif. Nous, on cherche des mecs qui, dans l'adversité, auront un stress positif, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas figés, qui n'aura pas un effet tunnel total, parce que tout le monde a un effet tunnel. L'important, c'est de bosser, d'avoir le moins d'effet tunnel possible. Ça vient avec l'entraînement et l'expérience. Et un mec qui sera pas figé et qui sera capable d'intervenir et qui remplira sa mission. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast est d'ouvrir au grand public les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret, dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser au RAID, l'une des plus prestigieuses unités de la police nationale. Le chef de l'antenne de Toulouse nous parle des missions de ses opérateurs ainsi que des critères de sélection et de recrutement de ces derniers. Si vous voulez en savoir plus sur le RAID, nous avons consacré un portfolio complet sur ces policiers d'élite dans le numéro 1 de notre magazine papier. Vous pouvez retrouver les infos sur notre site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Toulouse, quelque part à Toulouse, avec Florian, chef d'antenne du RAID, donc basé ici à Toulouse depuis pas très longtemps, depuis 2017, il me semble. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais ? Oui, donc bonjour, je m'appelle Florian, je suis commandant de police. Je suis rentré au RAID à l'échelon central à Bièvre, j'ai passé les tests en 2008, j'ai fait ma formation fin 2008. J'ai été affecté là-bas début 2009 et je suis resté là-bas 11 ans et des poussières et j'ai repris la direction de l'antenne RAID de Toulouse depuis environ 6 mois, suite au départ de mon prédécesseur à la tête d'une autre antenne. D'accord. Le parcours que tu as, c'est un parcours classique? Tu es obligé d'abord d'avoir un certain parcours dans la police traditionnelle avant de rentrer au RAID? Ouais, alors il n'y a pas vraiment de parcours classique chez nous. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis rentré jeune, je suis rentré à 18 ans, j'ai été gardien de la paix pendant 5 ans. Pendant ces 5 ans, j'ai passé le concours d'officier. Après, j'ai fait mes 18 mois d'école d'officier et suite à ça, je suis allé en police judiciaire à Paris. Et sur mes 4 années en police judiciaire, voilà, j'envisageais plusieurs choses, notamment le RAID, mais ça fait toujours un peu peur le RAID. Enfin, tous les groupes spécialisés font toujours un peu peur parce que quand on n'a pas une personne qui est déjà à l'intérieur, on a tendance à voir ça comme inaccessible, notamment inaccessible. Et donc voilà. Et donc j'avais voulu quand même le tenter parce que ça m'attirait de longue date comme d'autres services, mais notamment le RAID. Et du coup, je m'étais donné les moyens, j'avais bien préparé les tests et puis c'était passé. Tu t'étais pas engagé dans la police pour être au RAID? Non, pas à la base. En plus, moi, je suis rentré jeune, je suis rentré à 18 ans. Donc, il y a beaucoup de policiers dans ma famille, mais personne en groupe d'intervention. Donc, clairement, ça fait un peu rêver parce qu'on voit les reportages, on voit tout ça. On sait que ce sont eux qui interviennent en dernier recours quand la situation est trop dégradée. Mais voilà. Et puis, moi, j'avais tendance à vachement idéaliser. Je l'idéalise toujours, bien entendu, mais à me dire que c'était inaccessible, que si on n'était pas sportif de haut niveau, ou qu'on n'était pas champion du monde de boxe ou autre, que c'était pas possible, quoi. C'est quoi le RAID? C'est quoi les missions du RAID? Alors donc l'acronyme RAID, donc je pense qu'il est connu de tout le monde, hein, mais le RAID, c'est l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale. Donc les missions à proprement parler, donc le cœur de métier, nous c'est le milieu clos, donc ce sont les interventions, donc les interpellations à domicile. Donc on a un service d'assistance pour les autres services qui font de l'enquête, qui identifient des mises en cause, qui les pistent, qui montent une procédure contre eux. Et quand il y a une dangerosité particulière, notamment la présence d'une arme ou un aspect terroriste par exemple, ils nous sollicitent pour qu'on aille interpeller l'individu. Voilà. Donc nous on est prestataire de service, on gère pas la procédure, on gère pas la filature. On nous assigne un ou plusieurs objectifs à interpeller et après on développe les moyens humains et matériels pour mener à bien la mission et interpeller cette personne pour la mettre entre les mains des services enquêteurs.
Donc ça c'est notre cœur de métier principal. Après, on a d'autres missions qui sont moins prioritaires, qui nous occupent moins de temps. Donc on fait également des assistances pour la sécurisation des déplacements du président de la République ou du Premier ministre. Donc c'est tout aussi sensible et tout aussi important, mais ça nous occupe quand même moins de temps parce qu'on n'est pas un groupe de protection à la base. Ça fait partie de notre éventail de missions, mais notre cœur de métier, ça reste quand même l'intervention. Donc voilà, donc sur les déplacements, on peut éventuellement assister le GSPR ou le GSPM pour la protection. On peut mettre éventuellement des tireurs d'élite pour assurer les points hauts. On peut participer à la bulle de protection autour de la haute personnalité. D'accord. Cette antenne à Toulouse, elle a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, en 2017. Pourquoi avoir fait une antenne en plus à Toulouse? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est 2016 d'ailleurs. C'est la montée en puissance du Grand Raid. On estime que la nouvelle vague terroriste date de 2012 avec l'affaire Mera. On considère que l'affaire Mera, la 2012, c'est l'an zéro de la nouvelle vague terroriste. À tort ou à raison, c'est ce que nous on estime. Et suite à ça, en fait, on a revu les process, on a revu le raid, le chef du raid à cette époque-là a revu le raid, le maillage territorial. Tout a été repensé pour qu'une riposte plus adaptée, plus réactive et mieux proportionnée soit développée sur l'ensemble du territoire, avec une contrainte d'être sur n'importe quelle zone du territoire en moins d'une heure. En sachant qu'il y a des endroits où c'est très facile et d'autres endroits où c'était plus compliqué. Et du coup, il y a eu cette montée en puissance. Dans un premier temps, donc les anciens GIPN, les 7 groupes d'intervention de la police nationale, qui étaient déjà sur le territoire métropolitain, sont devenus antennes RAID. Et pour assurer un maillage supplémentaire, ou pour augmenter ce maillage, il y a eu la création de 3 nouvelles antennes, Nancy, Montpellier et Toulouse, qui correspondaient en fait à des zones où il y avait du travail. Voilà. Où il y a du travail, où il y avait une nécessité de mettre davantage de moyens humains et matériels. Donc tout part un petit peu de l'affaire Mera en 2012. Après il y a eu les attentats en 2015 à Paris. Toulouse, c'est perçu comment du point de vue de Bièvre? Est-ce que il y a un terreau favorable justement au terrorisme Ouais, en fait, avant, la zone de Toulouse était prise en compte par le GIPN de Bordeaux, qui est devenu Antenne Raid Bordeaux. Et en fait, ils se sont rendus compte à l'époque, le chef du raid d'état-major, se sont rendus compte que effectivement, il y avait un foyer important dans la région sud-ouest, notamment Toulouse, que c'était quand même, sur les statistiques, ça ressortait quand même beaucoup sur les interventions, et qui serait donc pertinent de laisser une antenne à demeure et de pas forcément attendre que Bordeaux vienne en 1h30. Voilà, donc ça permet de répartir un peu mieux le travail, en sachant que Toulouse a, outre l'aspect, effectivement, c'est un foyer, il peut y avoir effectivement un foyer particulier sur l'aspect terrorisme et sur l'aspect banditisme et autres, mais c'est une position aussi un peu intermédiaire entre Montpellier et Bordeaux, où il y a déjà des antennes, et ça permet également donc de se renforcer les uns les autres. Donc nous, on est, quand on a trop de points à taper en simultané ou que la crise monte en puissance, soit on est renforcé par l'échelon central, par exemple si c'est une crise d'une intensité particulière, soit on est renforcé par les antennes de Bordeaux ou Montpellier. Et inversement, nous on va renforcer notamment Bordeaux et Montpellier, car on est l'antenne la plus proche des deux autres. D'accord. J'ai lu quelque part dernièrement que l'antenne de Toulouse était une des plus actives en France, parce qu'elle a beaucoup d'activités. Ouais, je suis pas sûr que je sois une des plus actives, pour être honnête. Toutes les antennes tournent bien, quoi. Franchement, il y a du boulot partout. Et puis justement, c'est aussi le rôle de l'état-major de s'assurer que la charge de travail soit bien répartie. Bien, c'est sûr que si tout se passe sur une commune en particulier, on va pas envoyer une antenne qui est à 500 km. Mais à chaque fois, quand il y a plusieurs points, on se renforce tous entre nous, histoire qu'il y ait quand même que l'activité soit lissée sur l'ensemble des antennes. Donc franchement, il y a du boulot à Toulouse, mais je dirais pas qu'il y en a plus ou moins qu'ailleurs. Je pense qu'il y en a autant. En sachant que vous savez, c'est l'intervention, il peut y avoir 15 jours, 3 semaines super calme, mais après pendant 2 mois, on va pas arrêter, quoi. Et inversement, voilà, c'est par période, c'est pas régulier, c'est pas toutes les semaines on a la même activité, c'est très variable. Et il y aura des périodes où certaines antennes vont tourner certaines antennes où l'échelon central, donc Bièvre, tournera beaucoup plus fort, et à contrario, d'autres moments où d'autres antennes prendront le relais, quoi.
En termes de volume à peu près de personnel ici qui travaille, c'est quoi à peu près? Nous, ici, on est 22 sur l'antenne, dont 20 opérationnels. Il y a des spécialités à chaque fois? Il y a forcément par exemple un cyno, un médecin, un négociateur, ou est-ce que c'est des gens qui sont un peu multitâches? Oui, alors en fait, comparé à l'échelon central à Bièvre, c'est l'échelon central. Ils sont 130, 150 en fonction des spécialités. Il y a 80 opérateurs, il y a un groupe médical, il y a un groupe cynotechnique, il y a beaucoup plus de moyens humains et matériels là-bas. Nous, ici, on est recrutés et formés de la même manière, donc en fait, on est interopérable avec Bièvre. Néanmoins, quand on intervient, en fait, on a besoin d'avoir une petite polyvalence supplémentaire comparé à Bièvre, parce qu'en fait, là où à Bièvre, ils peuvent avoir un groupe technique, par exemple, dédié, nous, ce sont nos opérateurs qui auront cette double casquette pendant l'intervention. Donc, en gros, chaque semaine, pour simplifier, on aura 10 personnes d'alerte, plus un médecin. Donc on a des conventions ici avec des médecins, on a 8 médecins qui se relaient pour que chaque crise, on ait en permanence un médecin. Donc à l'échelon central, par exemple, ils ont un groupe de médecins qui est dédié, qui est en permanence, ils ont un médecin qui est présent en permanence. Nous, on a un médecin d'astreinte en permanence, donc qui n'est pas physiquement présent en permanence et qui est appelé à chaque intervention. Donc chaque entraînement, toutes les semaines, ils font les entraînements avec nous. Et sur chaque intervention, même les interpellations à domicile, donc les 6 heures du matin, on a toujours un médecin avec nous. Un médecin du RAID. Un médecin qui est rattaché au RAID. C'est-à-dire qu'en fait, il a une activité principale, donc il est médecin au CHU ou autre. Okay. Il n'est pas forcément policier ou... Ah non, il n'est pas policier du tout. Ok, d'accord. Il n'est pas policier du tout. En fait, il est recruté, juste pour finir sur l'aspect médical, en fait, il est recruté, en gros, on cherche, déjà, il faut qu'il colle bien avec la mentalité des autres médecins. Une fois que que les autres médecins estiment qu'il a le CV médical qui correspond, parce que nous, clairement, on ne peut pas se permettre de juger la qualité médicale d'un médecin, on n'est pas légitime pour le faire. Donc dès que les autres médecins, et notamment le chef de l'unité médicale d'intervention de l'antenne, par exemple de Toulouse, si moi j'ai une place, par exemple j'ai 8 médecins, il y a une place qui se libère, le chef de l'unité médicale d'intervention me dit, écoute, parmi les 80 médecins du CHU ou parmi mes connaissances, j'en ai un qui a le profil, il est sportif, il a une bonne mentalité, il a envie, voilà. Donc lui, du coup, il est ciblé. Il vient ici, moi je m'entretiens avec lui et il passe une journée avec nous. Une première journée avec nous où on le fait intervenir dans une colonne en tant que médecin, on lui explique comment ça va se passer. On le fait bouger un petit peu, on met un plastron qui est des tirs et tout ça, de voir comment il va réagir sous stress. Voilà. Ensuite, on lui fait faire un peu de physique avec nous. Rien d'extraordinaire, mais on lui fait faire des petites séances physiques, histoire de voir sa mentalité. Est-ce qu'il va s'intégrer facilement avec le groupe? Est-ce qu'il va être en marge? Enfin voilà. Et une fois que, s'il coche toutes les cases, moi je le propose, si je parle pour Toulouse, je le propose au chef du RAID ou à un de ses 2 adjoints. Il y a un entretien qui est fait avec lui, donc soit un entretien physique, on va à Paris, soit un entretien en visio. C'est ce qui s'est fait il y a quelques mois avec le dernier médecin qu'on a recruté. Et voilà, et donc si le patron estime que l'a priori favorable que j'avais est confirmé à son niveau, il est validé et il intègre. Et donc nous, après, il suit une formation il n'est pas jeté tout de suite d'alerte, il suit une formation où il va être avec nous sur les exercices, on va lui expliquer le positionnement, le zonage. On va rien lui apprendre médicalement, c'est pas notre boulot, mais nous, on va lui apprendre comment se positionner, ce qu'on attendra de lui sur une crise, voilà, son positionnement. Ça, c'est sur l'aspect médical. Et après, il est recruté comme réserviste, du coup? Non, en fait, il y a une sauf erreur de ma part, c'est une convention où ils sont médecins rattachés au RAID, donc c'est pas leur activité principale. Et voilà. Tu parles en quoi? C'est en termes de rémunération, tu veux dire, ou en termes de statut? En termes administratifs. En termes administratifs, il n'est pas policier, il est sous convention avec le RAID. D'accord. Après, est-ce qu'il y a une qualification particulière à donner à son statut? Je ne sais pas. Je peux juste te dire qu'il est sous convention avec le RAID. Il est médecin d'une unité médicale d'intervention du RAID. Okay. Voilà. C'est intéressant comme procédé. Ouais. Et puis clairement, c'est une force, c'est une des grosses plus-values du RAID. Parmi tout ce qu'on peut apporter, l'aspect médical d'intervention, c'est une plus-value énorme. On a pu le voir notamment sur les attentats en 2015. De toute façon, sur toutes les grosses affaires, ou même les affaires de moindre importance, peu importe, le fait d'avoir un médecin sur place qui va pouvoir coordonner l'ensemble de tous les services intervenants sur l'aspect médical ou pré-médical, pré-hospitalier,
qui ensuite sera au cœur, en queue de colonne pour gérer un blessé à nous, ou une blessure d'un otage, ou éventuellement même une blessure de mise en cause, parce qu'on est là pour tout le monde. Voilà, la priorité c'est de sauver les otages dans le cadre d'une prise d'otage, mais si on interpelle quelqu'un qui n'a pas voulu se laisser faire et qu'on a dû apporter une réponse proportionnée et donc potentiellement le blesser, l'idée c'est de ne pas laisser quelqu'un de blessé aux enquêteurs. L'idée c'est que qu'on puisse également lui le médicaliser sur place pour laisser un mec tout de suite utilisable sur la procédure. Pas un mec qui va partir 24 heures en hôpital, quoi. Voilà. Donc c'est une plus-value énorme. Donc ça, c'était sur l'aspect médical. Sur l'aspect des spécialités, donc sur les 10 mecs qu'on aura, donc sur une semaine d'alerte, donc on sera 10 plus un médecin qui ne rentre pas dans les 10, et on aura, sans rentrer totalement dans le détail, on aura des spécialistes effraction, donc on aura généralement un binôme d'effraction, 2 mecs qui seront dédiés à l'ouverture des portes ou des ouvrants, donc ça ne sera pas forcément que des portes, on peut faire du bréchage au niveau des murs, des sols, des plafonds, on peut passer par les fenêtres, on peut envisager pas mal d'options. Eux, ils seront spécialisés dans tous les types d'effractions, qu'elles soient chaudes ou froides. Donc chaude, ce sera l'explosif ou genre les fusils à pompe, les calibres 12 par exemple. Et tout ce qui est froid, ça sera l'outillage, les vérins hydrauliques type Door Raider. On a un vérin qui a 7 à 9 tonnes de pression pour pousser ou écarter différents ouvrants. Donc eux, ce seront les spécialistes de l'effraction. C'est hyper important. C'est hyper important et c'est une spécialité très, très délicate, parce qu'en fait, clairement, on va pas se mentir, s'ils ouvrent pas la porte, on rentre pas. Ça paraît simple, mais il faut imaginer que eux, ils sont à la base, tout le monde est opérateur et chacun a à minima une spécialité. L'effraction, toutes les spécialités sont super importantes, mais l'effraction, ils ont quand même une charge et une pression sur les épaules qui est vachement importante, parce que 90% du temps, l'effraction, elle coule de source, elle se fait sans trop de difficultés. Mais les 10% restants, dans tous les cas, la porte doit s'ouvrir. Donc si les moyens les plus conventionnels ou les plus régulièrement utilisés ne fonctionnent pas, eux, ils doivent trouver la solution et ils ne doivent pas mettre 20 minutes à trouver la solution. Voilà, donc ça c'est hyper important comme spécialité. Après, donc, on a les tireurs d'élite, donc les tireurs haute précision, les THP. On en déploiera 1, 2, 3 en fonction de la situation. En gros, l'échelon central, pour une intervention, ils seront environ 25, enfin entre 15 et 25 en fonction de l'intensité de la crise. Et du coup, ça leur permettra d'avoir le même procédé que nous, mais avec des moyens supplémentaires. Donc là où eux, par exemple, sur une crise d'intensité correcte, où ils engageront l'alerte complète, ils partiront à 25. En gros, c'est ça, 25. Ils pourront engager 5 tireurs, et nous, sur le même type d'intervention, on pourra engager que 2 tireurs, par exemple. Donc en fait, c'est normal. L'échelon central a plus de moyens humains, matériels. Et donc en fait, c'est un petit peu la problématique qu'on peut rencontrer en antenne. C'est-à-dire qu'on doit essayer de fournir la même prestation avec moins de moyens, notamment humains. Après, sur l'aspect matériel, on a quasiment les mêmes moyens. Il y a très peu d'écart, on est super bien doté. Il y a 2-3 moyens non conventionnels que seul l'échelon central a, mais sinon tout le reste, on est équipé de la même manière. Et on est surtout totalement interopérable. C'est-à-dire que si on renforce l'échelon central ou que l'échelon central vient nous renforcer, c'est pas l'échelon central qui arrive, qui prend le lead et nous on s'en va. On est mixé, on se répartit intelligemment parce qu'il y a une totale interopérabilité. D'accord. Voilà. Cette interopérabilité, elle se fait aussi avec les autres forces de la police, voire peut-être même de la gendarmerie aussi, si vous êtes amenés à travailler ensemble ou... Pas réellement. En fait, sur l'aspect police pur, en fait, le schéma national d'intervention, créé en 2015, 2016, début 2016, juste après les attentats de 2015, prévoit qu'il y a 3 niveaux d'intervention en France, niveau 1, 2, 3. Les niveaux 1 sont les primo-intervenants non spécialisés, pour simplifier. Les niveaux 2 sont ou ceux qui arrivent juste après les primo-intervenants, ou potentiellement des primo-intervenants, mais un peu plus spécialisés, type BAC, les SPI-4G en CRS, voilà. Il y a l'équivalent en gendarmerie, hein. C'est le schéma national d'intervention, c'est le ministère de l'Intérieur. Et après, il y a le niveau 3. Donc le niveau 3, c'est le groupe d'intervention spécialisé. Donc c'est le raid en zone police en France, à l'exception pour l'instant de Paris Intramuros où c'est la BRIPP, et sur la zone gendarmerie, c'est le GIGN. Voilà, donc nous, sur l'aspect interopérabilité, ce ne sera que le niveau 3 RAID. C'est-à-dire qu'en gros, on sera totalement interopérable entre nous. On sera interopérable dans une très grande proportion avec la BRIPP.
Voilà, parce que pendant plusieurs années, plusieurs de leurs opérateurs assistaient à notre formation initiale. Donc voilà, on a quand même, à peu de choses près, on travaille de la même manière. Et on a et avec les gendarmes, donc, puisque c'était la question, avec le GIGN, en fait, on bossera pas exactement de la même manière, mais il y aura une tendance commune forte. Ce qui fait qu'en fait, si on doit intervenir sur une crise ensemble, parce que clairement, ça peut arriver demain, on pourra bosser ensemble, mais auquel cas on évitera si possible de mixer les colonnes, on répartira plutôt les zones, histoire que chaque entité puisse investir une zone. Et voilà, et justement qu'il n'y ait pas de manque, enfin de problème, de lacune par cette non-interopérabilité totale. Vous faites des échanges de temps en temps, des entraînements communs, ce genre de trucs? Il y a peu d'échanges, il y a eu, mais il y a peu. Voilà. Nous, on a des bons rapports avec l'antenne GI de Toulouse, il n'y a aucun souci. Voilà, on sait comment ils bossent, ils savent comment on bosse. Voilà, si on a amené à bosser demain, ça se fera en bonne intelligence, parce que la priorité, c'est pas que ce soit la guerre entre groupes d'intervention. La priorité, c'est que la mission soit menée à bien et que s'il y a des personnes à sauver, notamment des otages, la priorité, c'est que ça passe devant, c'est de les libérer et qu'ils rentrent en bonne santé. Tu parlais de matériel, de dotation. J'ai lu quelque part que vous portez un truc comme 35 kilos en opération, entre le bouclier, le casque, l'armement, etc. C'est à peu près ça? Ouais, c'est ça. En gros, c'est une trentaine de kilos. Après, en fait, il y a un équipement de base qui est donné, qu'on impose, notamment les protections balistiques. Tout le monde doit avoir les mêmes protections balistiques. Voilà, enfin, faut qu'on garantisse aussi la sécurité des mecs. Et après, chacun va rajouter ou non du matériel en fonction de sa spécialité, en fonction de sa sensibilité. Voilà, un nombre de chargeurs. Voilà, en fonction de si le mec est, par exemple, est plutôt arme longue, il aura plus de chargeurs arme longue qui sont plus lourds que les chargeurs d'armes de poing. Enfin voilà. Et effectivement, la moyenne, c'est avec le casque lourd et tout ça, c'est une bonne trentaine de kilos. Ce à quoi faut rajouter le poids du bouclier. Et le bouclier, en fonction de la classe balistique, peut peser de 10 à plus de 20 kilos. Voilà. Donc en fait, il faut remettre les choses dans le contexte. Si on a 30 à 35, voire certains un peu plus de matos de façon individuelle, hors bouclier, hors moyen d'effraction, hors tout ça. En fait, n'importe qui dans l'absolu peut porter 30 ou 35 kilos. En fait, tout le monde va... Ça, c'est un truc qu'on fait, les gens, quand ils viennent, les rares extérieurs qu'on autorise à venir, on leur montre... à quoi correspond le poids d'un opérateur, enfin le poids du matériel porté par un opérateur en intervention. Et tout le monde trouve ça lourd, mais en fait, trouver ça lourd, c'est pas hors du contexte. Lourd, ça veut rien dire. Il faut juste se dire que ce matériel, on peut le porter plusieurs heures, on peut le porter 3, 5, 7 heures d'affilée. Et là, vraiment, on comprend la dimension et l'impact que ça peut avoir physiquement sur un opérateur. Ouais, sans parler en plus du stress, de la dangerosité de l'endroit où tu le portes. Après, je suppose que l'adrénaline permet de porter plus facilement le matos. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait partie des critères quand on recrute quelqu'un. De toute façon, la peur, si on parle de peur à proprement parler, tout le monde aura peur dans sa vie. Et si un mec n'a pas peur, clairement, c'est un mec qui nous intéressera pas, parce qu'un mec qui n'a pas cette conscience du danger, qui croit avoir une invulnérabilité totale, c'est pas un mec qui sera intéressant pour nous, parce qu'en fait, il pourra mettre en péril les autres opérateurs en ayant une action qui correspond pas à notre protocole. Donc nous, ça on veut pas. Nous, on veut un mec avec un profil particulier. Et donc tout le monde a peur. La question est de savoir comment une personne qui sera soumise à un stress va gérer sa peur. Et en gros, la question est de savoir s'il aura un stress positif ou un stress négatif. Nous, on cherche des mecs qui, dans l'adversité, auront un stress positif, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas figés, qui n'aura pas un effet tunnel total, parce que tout le monde a un effet tunnel. L'important, c'est de bosser, d'avoir le moins d'effet tunnel possible. Ça vient avec l'entraînement et l'expérience. Et un mec qui sera pas figé et qui sera capable d'intervenir et qui remplira sa mission dans la colonne. Le fait, comme ça, d'être dans un état de stress assez régulier, beaucoup plus que le commun des mortels, en gros, ça crée pas une sorte de parano quand tu es en temps off, tu vois, quand tu es en repos ou ce genre de truc? Est-ce que tu n'es pas tout le temps prêt à partir, prêt au risque? Non, je pense pas en fait. Nous en fait, globalement, on recrute que des personnes qu'on considère comme équilibrées psychologiquement, parce que sur les tests, on a des psys qui les suivent, qui font les profils. S'il y a un doute sur un profil, de toute façon, chez nous, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, on prendra pas la personne. Donc c'est que dans tous les cas, les mecs qu'on a ont des profils équilibrés, où on sait que des mecs vont bien gérer cette pression, ce stress et tout ça. Après les grosses interventions sur l'aspect post-traumatique,
En gros, si c'est un peu le fond de la question, hein, est-ce que les mecs qui ont vécu des grosses interventions le vivent mal derrière? Notamment après les attentats, effectivement, le fait de voir autant d'être soumis à autant de dangers, de voir autant de morts, par exemple sur le Bataclan ou autre, ou sur l'hypercachère, bien sûr que c'est traumatisant pour les gens, mais nous, notre force, aujourd'hui tout au moins, c'est qu'en fait, ce traumatisme ou cette gestion du stress ou de la pression ou de ce qu'on a pu voir, en fait, elle s'efface sous une espèce de bien-être collectif. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on est une famille. On a un groupe d'inter, on est une famille, on sera toujours là pour… ça peut paraître un peu idiot, mais à vivre, en fait, c'est exactement ça. En fait, à vivre, on n'est pas seul. De toute façon, seul, on fera que dalle. On est un groupe d'intervention, on va intervenir ensemble. En intervention, on ne va pas se mentir, une intervention parfaite, ça n'existe pas. Il y aura toujours des petits points d'amélioration. Et le mec qui ne fera pas le geste parfait, son geste ne sera pas dangereux, il fera un geste qui tient la route. Il ne prendra peut-être pas l'option la meilleure, mais il prendra une option qui est bonne. Mais l'important, c'est que le mec à côté compense et qu'en équipe, tout se passe bien. Et tout ça pour dire qu'au final, c'est pareil, même sur la gestion du stress, la gestion du lendemain. En fait, le fait qu'on soit ensemble, on arrive à mieux gérer. Après, on en discute entre nous quand il y a eu des trucs un peu traumatisants. Et en fait, tout le monde s'avoue que ça n'a pas été facile à gérer, mais que l'entraînement, que la préparation, que la cohésion font que ça a aidé tout le monde à aller au bout. Tu disais, vous êtes une famille, vous passez beaucoup de temps ensemble. C'est le cas dans plein de petites unités aussi de l'armée. Les forces spéciales font un peu pareil. Comment tu gères et comment vous gérez tous votre vie de famille, votre autre famille par rapport à ça? Ouais, alors la vie de famille, effectivement, c'est super important. Parce que déjà, il faut savoir qu'un mec chez nous, un mec pour qu'il vienne chez nous, quelqu'un pour qu'il vienne chez nous, il faut que ce soit aussi un projet familial. C'est un peu bête à dire parce que réellement, le RAID, c'est un projet professionnel, c'est un projet un peu d'une vie, on peut dire. Mais l'aspect familial est hyper important. Si un mec n'a pas le soutien de sa famille, de sa femme notamment, ça va être super compliqué. Ça va être super compliqué parce que nous, il faut une disponibilité totale. Il faut que sur les interventions, elle puisse gérer le stress, la pression. C'est-à-dire que si le mec il rentre, nous clairement, 90% du temps, il est avec nous. Enfin, j'exagère, mais en gros, le gros de sa vie, c'est quand même le groupe d'inter. Mais s'il rentre chez lui et qu'il n'est pas bien ou que sa femme lui met la pression, psychologiquement, il va peut-être pas être bien. Et nous, logiquement, on arrive à détecter les mecs qui sont pas bien parce que on s'entend tellement bien, on bosse tellement ensemble que si un mec a un petit coup de moins bien, logiquement, c'est géré par le groupe. Si jamais c'est pas géré par le groupe, éventuellement, moi, je récupère le mec et j'en discute avec lui. Parce que l'idée, c'est de tendre la main. Si un mec a le moindre souci, nous, on veut qu'il soit à 100% de ses capacités en permanence. Donc, si le mec a un souci humain, professionnel, familial, quoi que ce soit, nous, on est là pour tendre la main et qu'il aille mieux tout de suite. Et donc, l'aspect familial, c'est super important parce qu'il faut que le mec il soit bien au boulot, qu'il faut qu'il soit bien chez lui et pour qu'au final, il soit bien dans sa tête. Voilà. Le seul truc qui est dur, on va pas se mentir, ce qui est vraiment dur, moi, de ma petite expérience, ce qui est dur, c'est après ou pendant les grosses interventions, notamment les attentats, quand certains médias, notamment, ont tendance à parler vite, voire trop vite, sans avoir forcément toutes les informations, ni qu'elles soient forcément confirmées. Des fois, il y a eu des informations qui ont pu être diffusées en temps réel pendant qu'on était en train d'intervenir, notamment sur des personnes blessées ou blessées graves, alors qu'elles n'étaient pas forcément blessées graves. Sauf que nos familles à la maison, ne sachant pas qui est blessé et ne pouvant pas nous joindre parce qu'on est en intervention, clairement, c'est traumatisant pour elles. Parce que elles voient à la télé que ça se passe, qu'il peut y avoir un engagement du feu, comme on a pu le voir sur l'hypercachère notamment. Donc voilà, donc c'est traumatisant pour nos familles. Voilà. Donc clairement, si elles ne nous soutiennent pas, c'est pas viable. En général, les gens qui viennent au RAID, ils sont tous mariés, ils ont tous des enfants, ou il y a quand même une dominante de gens un peu célibataires. Non, la majeure partie sont en couple, souvent avec des enfants. Voilà. Enfin, souvent ils commencent. La moyenne d'âge, c'est compliqué, mais c'est genre 28-30 ans la moyenne d'âge pour rentrer chez nous, en sachant qu'il y a toujours un peu plus jeune et il y a toujours un peu plus âgé. Mais si le mec coche toutes les cases, l'âge, c'est pas important, parce qu'on peut être bon à 35 ans ou à 25. Enfin voilà, c'est une question de maturité professionnelle et humaine.
Attends, la question c'était… Est-ce qu'en général, tu remarques que les gens sont justement beaucoup en couple Pardon, excuse-moi. Tout à fait. Et donc souvent, ils rentrent, le profil c'est souvent, ils rentrent, ils sont en couple, ils n'ont pas forcément des gamins tout de suite parce qu'ils sont un peu jeunes et qu'ils mettent l'objectif professionnel en priorité, donc notamment venir au service. Mais après, les mecs, rapidement, rapidement, tout le monde a des gamins. Donc là, moi, la majeure partie de mes mecs, 90% des mecs ici, ont femme et enfants. Et c'est vachement important parce que… comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'aspect psychologique, nous on veut des mecs stables et la stabilité familiale, ça contribue à la stabilité individuelle. Voilà. Donc nous on veut pas une tête brûlée, on veut pas un mec justement qui a zéro attache, qui se croit invulnérable, qui veut aller mourir. Nous on n'est pas là pour mourir. Hein. Voilà. Si on doit aller au bout de la mission et s'exposer et aller sous le feu, on le fera. Mais il n'y a personne qui dit moi demain je veux mourir en intervention. Enfin, ça existe. Enfin, moi, à ma connaissance, ça n'existe pas quoi. Et tant mieux, parce qu'on ne cherche pas de tête brûlée. On veut des mecs qui iront au bout, mais on ne veut pas des mecs qui veulent mourir. Ouais, il vaut mieux pas. Comment on gère, donc tu as répondu sur la question de la vie de famille, comment tu gères la partie anonymat? Le fait que tu puisses pas dire ce que tu fais, je pense pas qu'au repas de famille, tu dises que tu aurais, que tu parles pas de tes interventions. Ouais, c'est un peu particulier en fait. La famille proche, c'est compliqué, ils savent forcément qu'on y est quoi. Après tout le monde doit avoir, donc la famille vraiment proche. On a l'intelligence de leur dire ce qu'ils peuvent savoir, parce qu'il y a plein de choses qui sont médiatisées, mais ce qu'ils n'ont pas à savoir, ça reste dans le sein du raid. Après, sur les connaissances, sur ce qu'on peut faire en dehors, parce qu'on fait aussi du sport en dehors, enfin toutes les activités qu'on peut avoir extra-professionnelles, ça c'est libre à chacun d'en parler ou non, mais le bon sens veut et généralement, les mecs disent rien. Les mecs, généralement, ils parlent pas d'eux. S'ils parlent d'eux, ils disent qu'ils font une autre activité. S'il y a un doute sur le fait qu'ils soient policiers, éventuellement, ils disent qu'ils sont policiers, mais ils précisent pas qu'ils sont en groupe d'intervention. Voilà, parce qu'il y a eu, voilà, on sait que la police en général est une cible pour une catégorie de personnes, que les effectifs de groupe d'intervention encore plus. Voilà, parce que s'en prendre à quelqu'un d'un groupe d'intervention, ce sera encore plus médiatisé, donc encore plus intéressant pour certaines personnes. Donc voilà, donc nous on évite d'en parler. Soit on noie le poisson, soit on dit qu'on fait autre chose. Vous faites comme les mecs de la DGSE, vous dites que vous êtes au ministère et c'est un poste ennuyeux derrière un bureau. Ouais, en fait, on n'est pas là pour dénigrer les autres services non plus, parce que clairement, l'enquêteur qui est derrière un bureau ou non, il n'y a aucune méchanceté dans ce que je veux dire. Moi, je dis juste que on dit éventuellement qu'on est policier, enfin, on noie le poisson, on dit qu'on bosse au commissariat ou autre, mais pas pour dénigrer les autres, parce que nous, on a un respect pour tout le monde, juste pour dire qu'on veut dire qu'on est noyé dans la masse, comme ça, si le mec, on lui dit qu'on est policier, en gros, il passera à autre chose parce qu'il s'en fout. Par contre, si on lui dit qu'on est groupe d'inter, forcément, l'information va se diffuser. Donc, on a tendance à éviter de dire qu'on est policier, mais si on dit qu'on est policier, on aura le poisson, on dira qu'on travaille au commissariat, et fin de l'histoire. D'accord. Donc, tu disais que les gens qui viennent ici, c'est des gens qui sont stables, qui sont surtout motivés, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se pressent à la porte. Le raid n'a pas trop de mal à recruter, il me semble. Ouais, alors en fait, oui, clairement, on n'a pas vraiment de mal à recruter. Après, on se rend compte qu'il y a eu des années où il y avait plusieurs centaines de candidatures. Et les années un peu charnières, notamment sur les attentats, on s'est rendu compte que ces années-là, il y avait moins de candidatures. Donc, est-ce que c'était sous la pression familiale que du coup certains effectifs se sont pas présentés, ou est-ce que d'autres peut-être qui idéalisaient le raid se sont rendus compte que finalement le raid c'est aussi y aller quand ça tire, et c'est surtout y aller quand ça tire, et que du coup c'est devenu un peu plus tangible pour eux, qui se sont dit que finalement ils avaient peut-être pas envie de faire ça. Je saurais pas le dire. Donc, toujours est-il qu'en gros, généralement, on a une forte demande, mais qu'il y a eu quelques années où on a eu une baisse de la demande assez étonnante, voilà, que chacun expliquera comme il le veut. Toujours est-il que nous, cette année-là, il y a eu un peu de com en interne au niveau police, là, sur les réseaux sociaux police, et ça a été une grosse année. Là, on a eu, je sais plus, c'était entre 200 et 300 demandes. Je crois que c'est 250, un truc comme ça. Parce que le recrutement est que en interne. C'est intrapolice. C'est-à-dire qu'en fait, les critères d'ancienneté police avaient été revus à la baisse. C'est-à-dire qu'avant, il fallait, par exemple, on rentre, on fait par exemple, un gardien de la paix, fait 1 an d'école de police. Après, il est affecté, il fait 1 an en tant que stagiaire. Donc là, il est titularisé. Donc ça fait déjà 2 ans qu'il est dans la police.
Et on leur demandait 4 années supplémentaires avant pour s'étoffer un peu professionnellement et pour présenter les tests. Et ça, ces critères ont été revus à la baisse ces dernières années pour justement favoriser certaines personnes, en gros des anciens militaires, anciens forces spéciales ou autres, qui ont fait cette passerelle, qui sont devenus policiers. Et eux, avec l'expérience qu'ils peuvent nous apporter sur certains domaines, on s'est dit, ça sert à rien qu'ils fassent 15 ans de police, ou 5 ou 6 ans, peu importe. Donc, dès leur titularisation, donc dès la fin de leur 2e année d'entrée en école de police, 2 ans après le premier jour de leur entrée en école de police, maintenant tout le monde est autorisé à présenter les tests, en sachant que, on va pas se mentir, le policier lambda, s'il les passe, il les passe le lendemain de sa titularisation, donc au bout de 2 ans de police, 1 an d'école et 1 an de stagiaire, clairement ses chances sont très minces. Voilà. Après, attention, on n'est jamais à l'abri d'un extraterrestre. Hein. Voilà. C'est déjà arrivé. C'est l'intérêt aussi d'avoir baissé le seuil de l'ancienneté. C'est qu'en fait, on est tombé sur des mecs qui avaient été militaires ou commando marine par exemple, qui avaient des super profils, qui ont performé, qu'on a intégrés. Et à contrario, on a 1 ou 2 cas qui restent ultra exceptionnels, où on a des mecs qui n'avaient pas les 4 ans qu'on demandait avant de titularisation, et qui ont performé, qui ont montré une maturité humaine, professionnelle, franchement, qui ont bluffé tout le monde et qui ont été habilités. Comment ça se passe cette phase de recrutement? J'ai cru comprendre que c'était un process assez long, ça dure plusieurs mois. Ouais, le recrutement en fait c'est le parcours, c'est un peu le parcours du combattant. Hein. C'est hyper long. Donc en gros, 1 fois par an, il y a un télégramme au sein de la police nationale qui est diffusé pour un appel à candidature sur les tests. Donc en fait, à ce moment-là, les gens qui sont intéressés par le RAID se manifestent, envoient, alors sauf erreur de ma part, une lettre de motivation, un CV, leurs 3 dernières notations, qu'on voit qu'il n'y ait pas de problème administratif ni vis-à-vis de leur hiérarchie. Ou alors nous, ce seront des petits éléments qu'on utilisera sur le jury pour essayer de mieux cerner ce qui peut éventuellement bloquer avec certains effectifs. Donc ça c'est la première démarche. Ensuite, il y a plusieurs filtres. Donc le premier filtre, ce sont les prérequis physiques. Donc en gros, on a une batterie de prérequis physiques, on a 7-8 tests physiques où on va demander un minima à chaque prérequis. Il y aura des pompes, il y aura un minimum de pompes, un minimum de traction, un minimum de grimpée de corde, voilà. Enfin bon, on va pas se mentir, dans la police nationale, tout le monde connaît nos prérequis. De toute façon, c'est pas un secret. L'intérêt, c'est que ce soit hyper secret. L'intérêt, c'est de voir si les mecs ont un minima pour aller à la semaine de test. Tous ceux qui ont fait tous les minima physiques passent la première étape. Ceux qui n'ont pas fait un minima sont écartés pour cette année-là. Donc ceux qui ont fait les minima ensuite sont soumis à une visite médicale d'aptitude. Si médicalement ils sont aptes, ils passent ce nouveau volet. Et là, il y a l'étude des dossiers. Et là, du coup, clairement, je dis n'importe quoi, mais si cette année, il y a eu 250 mecs et qu'on a 60 places sur les tests, 60 places pour faire passer les tests, clairement, il y en a peut-être 150 ou 180 qui ont fait les minima et l'aptitude médicale. Donc là, c'est pas compliqué. On va regarder ceux qui ont fait les meilleurs minima et qui ont les meilleurs dossiers. Voilà. Donc si un mec a un problème administratif ou autre, il y a une chance raisonnable qu'il soit écarté. Si un mec a fait strictement les minima, bon, il a quand même peu de chances de venir. Donc voilà, donc nous on cherche des mecs qui cocheront le plus de cases et qui auront le plus de chances d'aller au bout de la semaine de test. Donc ça c'est le premier tri. Et là commence le plus dur. Une partie du plus dur, c'est la semaine de test. Donc on a une semaine de test pleine qui se passe à Bièvre. Je ne vais pas dévoiler les tests, mais en gros, clairement, les 3 premières nuits, les mecs vont pas dormir. Pas dormir ou très peu dormir. Ça va dormir, de toute façon. Ouais, si on veut. Donc franchement, c'est une semaine qui va être épuisante physiquement, psychologiquement, professionnellement. Ça va être super dur. L'idée, c'est de les soumettre à un stress et une fatigue vachement importante pour voir comment ils vont réagir sous stress et sous fatigue. En gros, l'idée, c'est que tout le monde peut faire une bonne perf en pleine possession de ses moyens. Voilà, si le mec a dormi ses 8 heures, si le mec a bien mangé, tout ça. Mais nous, on veut un mec qui, au bout de 5 heures avec 30 ou 40 kilos sur le dos,
qui, sous pression, qui, sous le feu, sera capable d'avoir une réponse adaptée et qui sera capable d'y aller malgré tout. Et donc, en fait, les tests, ils sont calibrés pour essayer de voir, en gros, l'idée, c'est de... Il y a une grosse part de physique. Voilà, faut que le mec il ait un minimum de physique. On cherche pas des sportifs de haut niveau, mais clairement on cherche un niveau moyen plus. Après il y a une grosse part de professionnel. On veut voir comment le mec, la capacité d'analyse, la capacité de discernement, comment le mec va s'adapter sur des situations qu'on va lui mettre. Donc sur les tests, il aura affaire à des situations de police un peu générales pour voir comment il maîtrise les gestes de base et une intervention de base. Et après, on les soumettra à des interventions plus spécialisées, qu'ils n'ont pas forcément à connaître chaque jour. Donc là, on ne les jugera pas techniquement, parce qu'ils ne maîtrisent pas ces techniques. Ça, ce sont des choses qu'on leur apprend après au cours de la formation initiale. On voudra juste voir leur capacité d'analyse et de discernement. Voilà. Donc le mec, s'il met pas le pied au bon endroit ou qu'il ouvre pas l'angle de la bonne manière, on s'en fout, parce qu'on lui demande pas ça. C'est pas quelque chose qu'il sait faire à ce moment-là. Nous, on veut juste que le mec... il ait du bon sens, qu'il discerne correctement, qu'il arrive à traiter l'hostile, pas engager un non hostile, s'assurer que l'otage soit sécurisé, enfin voilà. Qu'on voit un mec qui, nous on est là pour juger un potentiel. Voilà, on cherche pas un produit fini. Nous après les mecs on va les former. Donc il y a le physique, le professionnel, après il y a un gros volet psychologique. Donc on a une batterie de tests psychologiques au début et on a on a des psys qui suivent sur chaque atelier pour voir les réactions, est-ce qu'elles correspondent au profil, est-ce que le mec a une réaction un peu particulière qu'il faut creuser, après le creuse en entretien individuel. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, et après on regarde beaucoup tout ce qui est discernement, gestion du stress, la faculté à vivre en groupe, ça c'est important. Parce que le mec, s'il y a des prestations en GTPI, donc en geste technique et professionnel d'intervention, donc c'est-à-dire sur des situations, les mises en situation, s'il est super bon, si physiquement il est super bon, mais qu'à côté de ça il est toujours en marge du groupe, il ne pourra pas venir chez nous. Nous on veut un mec avec qui on peut bosser. Il n'y a pas besoin que le mec soit champion du monde de boxe, il n'y a pas besoin que le mec fasse 50 interpellations avec la bague chaque jour. Si les mecs font ça, c'est un plus. On veut que les mecs rentrent dans un moule. On veut qu'il y ait un minima physique, un minima professionnel. On veut qu'ils soient très bons en discernement. On veut qu'ils soient très réactifs. On veut qu'ils aient une grosse capacité d'assimilation. Parce qu'après, la formation initiale, elle est assez compliquée et c'est encore un filtre. Ils peuvent être dégagés sur la formation initiale. Donc, en gros, juste pour finir la semaine de test, c'est ça. Et les mecs qu'on va habiliter, qui sont pas très nombreux à ce stade-là, là c'est pas encore fini. Là il faut qu'il fasse 3 mois et demi de formation initiale. Et donc en fait la formation initiale, il va y avoir plusieurs modules de tir. Ouais, parce que ça j'ai oublié de le préciser, mais effectivement on cherche des effectifs aussi qui ont un potentiel en tir. C'est-à-dire on veut un minimum, on veut que le mec tire correctement. On cherche pas, il n'y a pas besoin que le mec il aille s'entraîner 15 fois par semaine, parce qu'un policier traditionnel, il a le droit qu'à 3 tirs par an, 3 tirs d'une trentaine de cartouches. Ce qui est probablement suffisant pour les interventions au quotidien, parce que les policiers sont peu amenés à sortir leurs armes. Nous, en fait, l'arme, c'est notre outil quotidien. Chaque intervention, l'arme est sortie. Donc nous, déjà, on veut quelqu'un qui n'a pas peur de l'arme, parce que c'est notre outil privilégié, et on veut surtout quelqu'un qui aura des bases en tir et un potentiel en tir. Voilà. Si clairement le mec, il a peur avec son arme, ou qu'il la tient n'importe comment, ou qu'il a une attitude dangereuse, il ne pourra pas venir. Mais après, sur les tests, s'il fait des parcours correct au tir, ça peut suffire. Voilà. S'il est très bon, c'est mieux. Voilà. Donc en gros, il n'y a pas besoin que le mec soit sportif de haut niveau. Il n'y a pas besoin que le mec soit dans un service déjà spécialisé. Il n'y a pas besoin que le mec soit déjà champion du monde de tir. C'est pas important. Nous, on veut un potentiel et on veut un minima sur toutes les zones, enfin sur tous les modules, sur tous les critères que j'ai évoqués. Et à partir de là, nous, les mecs, on va les former. Attention, hein, si le mec est champion du monde de tir ou champion du monde de boxe et qu'il a fait tous les minima, clairement c'est un plus. Hein. C'est un mec qui va nous intéresser encore plus. Mais être champion du monde d'une discipline, c'est pas un passe-droit chez nous. Avant que tu parles de la formation, justement, ça me fait penser à une interview qu'on a fait dans le podcast avec un pilote de gendarmerie de la section d'aviation qui disait que pour être un bon pilote, il faut être capable de faire plusieurs choses à la fois, faire preuve de bon sens, être capable de percuter très vite. Et lui disait par exemple que ça, c'est pas un truc qui s'apprend, c'est un truc que tu as ou que tu n'as pas. Est-ce que toi, tu penses un peu de la même façon sur justement cette partie, avoir du bon sens, être réactif? Est-ce que c'est forcément un truc que tu as ou que tu n'as pas, ou est-ce que c'est un truc que tu peux développer? Clairement, quand j'évoquais le discernement tout à l'heure,
Nous, en gros, le discernement, c'est le fait qu'une personne sous stress soit capable de prendre la bonne décision dans le temps le plus raccourci possible. Voilà, ça, le mec, effectivement, sur le test, s'il ne montre pas cette aptitude, on ne pourra pas lui inculquer. Donc, effectivement, nous, sur les tests, c'est un des critères super importants. Si on ne détecte pas ça chez le mec, il ne pourra pas venir chez nous. Si le mec est super bon en tir, super bon physiquement, super bon professionnellement, mais que sur toutes les phases de discernement, il n'a pas montré qu'il est capable de réagir vite et surtout d'avoir la bonne réponse ou une des bonnes réponses, parce qu'il n'y a pas qu'une bonne réponse à chaque thème, ce mec ne pourra pas venir chez nous. C'est rédhibitoire. Mais est-ce que c'est un truc que tu peux développer avec le temps, avec ton expérience au sein du RAID? Est-ce que c'est un truc que vous voyez, on peut se former à ça? Ouais, en fait, il n'y a pas de… Le mec, effectivement, nous, à force de faire des situations, de faire des interventions, le mec, forcément, il va s'aguerrir, il aura le petit effet tunnel que tout le monde a, il aura encore moins. Il aura encore plus de capacité de discernement. Mais il faut qu'elle soit là, cette capacité. S'il l'a pas sur les tests, s'il n'a pas déjà une bonne capacité de discernement que nous, après, on va exacerber, ben, ce ne sera pas possible. On ne pourra pas la créer. Par contre, effectivement, ça fait partie… ça fait partie, en gros, si tu veux, nous, quelqu'un qu'on forme chez nous, on va le détecter, on va le former pour que le mec, il ait la meilleure réponse sous stress à une situation donnée. La vérité, selon moi, hein, c'est qu'en fait, tu as beau faire les thèmes qui se rapprochent le plus du monde de la réalité, tu n'arriveras jamais à faire vraiment un test où le mec, il joue sa vie. J'entends par là que t'auras beau utiliser ce qu'on appelle la simunition, donc des cartouches de billes dures qui font mal, donc ça t'impacte. C'est marquant, donc tu vois si tu as été touché, et puis surtout tu prends un star, surtout si tu prends au niveau des mains et tout ça, en fonction de la munition que tu prends, c'est quand même pas super agréable. Mais je veux dire, c'est pas létal. Donc en gros, le mec, clairement, il aura montré tout ça, mais en fait, on n'aura jamais la certitude profonde que face à un mec avec un gilet explos ou face à une Kalachnikov, une arme de guerre ou même une arme létale, quelle qu'elle soit. Il aura exactement la même réaction. Donc nous, en fait, tous nos tests tendent à cibler des mecs qui auront le plus de chances de répondre à ça. Et pour l'instant, on s'est rendu compte que ça a plutôt bien marché parce que notamment sur les attentats, on n'a personne qui n'a pas assumé ses fonctions. Tout le monde est resté présent. Mais la vérité, c'est qu'on s'est tous dit après que on a beau faire tous les meilleurs entraînements du monde, les meilleures interventions du monde, enfin la meilleure préparation du monde, ça remplace pas le terrain. Et là, quand tu disais, est-ce que c'est possible d'exacerber, d'améliorer ce discernement et tout ça, pour moi, réellement, ouais, effectivement, il y a l'entraînement qui va aider à développer cette capacité qu'on aura détectée chez le mec. Et après, réellement, le truc, ça va être l'intervention, quoi. Le mec, plus il aura d'expérience, et notamment d'expérience de situations compliquées, plus le mec, il va passer des niveaux et s'aguerrir. Et ça, on l'a vu notamment sur les attentats, ou même certains sur Mera en 2012. Cette expérience du feu, parce qu'on va pas se mentir, hein, on n'est pas engagé tous les jours et on riposte pas tous les jours. Hein, ça arrive, mais heureusement, c'est pas tous les jours. Et du coup, cette expérience, il faut un peu de temps pour qu'elle vienne quand même. Voilà. Et des fois, il faut un peu de chance. Enfin, un peu de chance, c'est-à-dire nous, on a envie d'être sur les interventions. Et quand je dis un peu de chance, c'est avoir la chance d'avoir été sur l'intervention. Voilà, parce que clairement, on va pas se mentir, nous en groupe d'inter, notamment à l'échelon central, il y a 4 groupes. Le groupe qui va sur la belle inter, les autres groupes, ils ont envie d'y être, quoi. Voilà. Et nous, c'est la même chose. Nous, la priorité, c'est que nos copains reviennent et assurent la mission, mais c'est vrai que des fois, on a envie d'être avec eux, quoi. Parce qu'être spectateur, c'est pas notre truc. Nous, on a envie d'être au cœur de l'intervention. Et donc ensuite, une fois que ces personnes sont validées par Bièvre, par l'échelon central, ils rentrent en formation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc la formation, ce sont les 3 mois et demi que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc en gros, il y a plein de modules. Il y a des modules de tir à l'arme de poing, de tir à l'arme d'épaule, il y a du secourisme tactique, il y a 5 semaines de tactique pure. Il y a le tir haute précision, donc nous tout le monde rentre tireur d'élite. Il y a plein de modules. Et le truc, c'est qu'ils sont encore criblés parce que il y a plein de modules qui sont éliminatoires. Donc c'est-à-dire que sur les 3 mois et demi, ils conservent cette pression de savoir que c'est pas encore gagné, que le Saint Graal, il est au bout. Et donc souvent, la majeure partie du temps, on a souvent au moins une personne qui va pas au bout de cette formation.
Voilà, donc je dis n'importe quoi, même si on a 10-12 personnes qui sont habilitées, des fois un peu plus, des fois un peu moins, bah souvent il y en a au moins une qui ne va pas au bout. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le niveau nécessaire? Parce qu'en fait, nous on reste sur du qualitatif. On préfère se priver et avoir moins d'effectifs. On préfère que nos mecs, et ça c'est un sentiment général, hein, les mecs préfèrent faire plus d'alertes et être plus engagés que d'avoir un mec sur qui ils sont pas sûrs de pouvoir compter. C'est-à-dire que nous, si le mec, on a un doute, on n'a pas de doute, on ne le prendra pas. Voilà. L'idée, c'est que nous, on a la chance ici à Toulouse d'être complet, mais il y a d'autres antennes qui ne sont pas complètes et tout le monde fait ce même pari de dire nous, on préfère être à -2 ou -3 momentanément et pas traîner un mec qui cochera pas toutes les cases. Et une fois que cette formation elle est terminée, la personne, est-ce qu'elle peut être virée du service parce que justement elle ne fait plus l'affaire ou on se rend compte qu'elle n'était pas si fiable que ça? Ouais, alors il y a d'autres points de passage ensuite. Bon, clairement le plus gros est fait. 95% du boulot est fait. Quand le mec a fait ses pré-tests, le dossier médical, le dossier, la semaine de test, les 3 mois et demi, franchement, il a fait le plus gros. Mais après, effectivement, ils passent en groupe. Enfin, ils sont affectés en groupe et pendant 6 mois, il y a encore cette petite épée de Damoclès qui fait qu'ils sont ils sont observés. Enfin, le nom m'échappe, je vais te le redire dans 2 minutes, mais ils sont en probatoire. Pendant 6 mois et au cours de ces 6 mois, si on estime qu'ils s'intègrent mal ou qu'ils font pas le boulot, pareil, on demande au chef du raid qu'ils soient mis fin à leur affectation au service et ils sont réaffectés à la direction générale de la police nationale et ils sont réaffectés dans un autre service. C'est très rare. Et pendant les 6 mois, ils sont en antenne ou ils sont forcément à l'échelon central? En fait, quand on est habilité pour chez nous, on peut aller n'importe où. Parce qu'en fait, il y a un seul recrutement national pour l'échelon central, les 10 antennes métropolitaines et les 3 antennes d'outre-mer. Donc la Réunion, la Guadeloupe et la Nouvelle-Calédonie. Et donc nous, les mecs font un choix. Quand ils présentent leur dossier, ils font un choix. Ils disent, moi, mon choix prioritaire, par exemple, je dis n'importe quoi, moi je suis de Bordeaux, j'ai toute ma famille à Bordeaux, mon choix prioritaire, c'est d'aller à Bordeaux. Mais ils ont conscience qu'en venant au raid, il faut faire des concessions, ils n'iront pas forcément où ils veulent. Donc ils disent, moi ma priorité c'est d'aller à Bordeaux par exemple parce que j'ai toute ma famille à Bordeaux, j'ai toutes mes attaches à Bordeaux, mais moi je veux venir au raid, donc je suis capable d'aller à Toulouse et je suis capable d'aller, je dis n'importe quoi, je suis capable d'aller à l'échelon central, aller à Paris, ça me fait pas peur. Voilà. Ou inversement, les mecs qui sont en Ile-de-France, souvent ils veulent commencer par l'échelon central. Voilà, donc ils mettent un ordre de priorité et après en fonction de leur ordre de priorité, parce qu'il y a quand même un aspect humain. L'idée, c'est pas de déraciner quelqu'un pour le plaisir. Si le mec, il y a de la place où il veut aller, le chef du raid a tendance à lui donner ce qu'il veut. Si le mec est habilité, qu'il a tout fait, qu'il y a de la place à un endroit et que le mec est natif ou a ses racines là-bas, le chef du raid, bien sûr, aura plutôt tendance à l'affecter là-bas. Mais nous, il y a une mobilité. Il faut qu'on puisse aller n'importe où. Et voilà, il y a des gens qui vont pas toujours où ils veulent sur le premier poste. Mais après, tous les ans, on a des mouvements intra-raid. C'est-à-dire que le mec commence par une affectation, il doit faire un minimum dans un poste, dans son premier poste. Et après, s'il veut bouger, pour une raison quelle qu'elle soit, il fait acte de candidature auprès de l'état-major. Toutes les candidatures sont étudiées et le chef du raid, après 1 à 2 fois par an, valide des mouvements intra-raid. D'accord, c'est cool. Ouais. C'est quoi les avantages à être au raid? Si tu devais nous faire rêver un peu en dehors du prestige de partir sur des opérations dangereuses. En fait, moi, c'est pas mon boulot de faire rêver parce qu'en fait, souvent les gens ont tendance à voir que les bons côtés, mais la vérité aussi, c'est que quand on va sur une opération périlleuse, il faut aller au bout, quoi. Donc il y a des super côtés et puis il y a des côtés des fois qui sont un peu plus contraignants. Voilà, notamment, il faut une disponibilité totale. Donc nous, clairement, on l'a intégré, il n'y a aucun souci, mais il y a des personnes qui peuvent pas. Donc en gros, ça c'est les côtés un peu plus négatifs. Un peu moins positifs. Pour nous, c'est pas négatif, mais pour quelqu'un qui l'envisagerait de venir, il faut que ça, il ait à l'esprit. C'est pas voilà. Donc nous, la vérité, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on travaille qu'avec des personnes choisies. Voilà, donc on travaille qu'avec des personnes qui ont un profil, on n'a que des mecs qu'on veut et qu'on peut amener à partir. Donc on peut les amener à partir dans les 6 mois, mais si après
tous les 5 ans, en fait, on est là pour des contrats quinquennaux. Et si en fait le mec fait pas l'affaire dans le temps de ses contrats, le chef d'antenne ou là-haut un chef de section, voilà, fait remonter pour que le chef du REL statue, réunisse une petite commission et éventuellement mette fin au contrat. Donc en gros, on a toujours cette petite épée de Damoclès. Mais la vérité, c'est qu'un mec, une fois qu'il est en groupe, qu'il a fait ses 6 mois de probation, ça roule, il n'y a pas de souci. Ouais, non, il n'est pas là par hasard. Si le mec, à un moment donné, il y a des soucis personnels, familiaux par exemple, qui peut plus avoir la même disponibilité, ou que physiquement, il a eu une blessure et qu'il n'arrive plus à revenir, les mecs, généralement, ils partent d'eux-mêmes. On traîne pas de boulet. Voilà, j'ai jamais vu ça, moi. Si c'était amené à arriver, ce dont je doute fortement, si le mec, il a un petit coup de moins bien, on lui dit gentiment, en gros, faut te réveiller. On va pas attendre 3 mois pour lui dire. Généralement, il se réveille, ça s'est toujours passé comme ça. Mais si le mec a un souci et qu'on doit l'éviter à partir, voilà. Mais clairement, on est un groupe, on vit tous ensemble et un mec peut pas vivre en marge. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que chez nous, ce qui est top, c'est qu'on bosse avec des personnels choisis et recrutés. Donc, c'est-à-dire les mecs, ils ont tous la même formation que nous. Clairement, ce sont un peu des mâles alpha, que des mâles dominants. Mais qui, à côté de ça, des mâles dominants qui savent se mettre au service du collectif. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est super important chez nous. Le mec, il n'est pas là pour régner sur les autres, il est là pour montrer qu'il est présent, mais qu'il est surtout présent pour les copains. Donc nous, on bosse qu'avec des mecs choisis, et ça, c'est un confort de travail extraordinaire. On bosse qu'avec des mecs qui sont disponibles, volontaires, motivés. C'est-à-dire que quoi qu'on propose, tout le monde est toujours partant sur tout. Donc ça, c'est un confort extraordinaire. Si demain, il y a un mec qui dit, même sur un aspect non professionnel, qui dit « Ouais, putain les gars, on va se tirer la bourre sur un crossfit », les 20 mecs vont être partants, on va se tirer la bourre. Voilà. Bon, sur l'aspect professionnel, encore plus, mais sur tout ce qui est à côté. Voilà. Et puis même sur l'aspect humain, clairement, il y a une telle cohésion, un aspect tellement familial, on fait des bouffes entre nous, on fait plein de trucs entre nous pour justement alimenter cette cohésion. Donc ça, c'est vachement important. C'est le premier volet. Après, un truc qui est super intéressant chez nous, c'est que clairement, en formation, on a des formations extraordinaires. On a accès à tout, ou quasiment tout. J'ai envie de dire tout. Tout ce qui concerne notre cœur de métier, l'intervention, on a accès à tout. Donc ça, c'est top. On est ultra formés. Et en plus, on est co-contact de mecs qui sont très forts dans des spécialités. Donc nous, le fait d'avoir un mec qui est champion de tir, il va nous peaufiner, il va aider un peu en tir. Un mec qui est champion du monde de boxe, tout le monde va pouvoir boxer. Enfin voilà. On a des mecs qui sont bons à tous les niveaux. Après, sur l'aspect matériel, clairement, des fois, on a un côté un tout petit peu enfant gâté parce qu'en groupe d'intervention, on regarde toujours tout ce qu'il se fait dans le monde entier. On veut toujours ce qu'il y a de mieux. On dit, ah putain, ce casque, il est génial, il fait 500 grammes de plus, il protège contre telle ogive. Enfin voilà, on est toujours ultra perfectionniste. Donc des fois, on a tendance à dire, ah mince, c'est dommage, on préférerait avoir ça plutôt que ça. Mais la vérité, c'est que clairement, on a super matériel, qu'on est super bien équipé et que nos décideurs ont bien assimilé ça, ils ont compris qu'il fallait donner le maximum de moyens et faire évoluer au maximum pour qu'on soit toujours à la pointe et qu'on soit toujours en capacité de répondre au mieux à la situation sur laquelle on va être engagé. Donc voilà, donc on a des super effectifs, moi je trouve qu'on a des super effectifs qu'on a choisis. Tout le monde est volontaire, on a des super moyens matériels, on a des belles, on va pas se mentir, on a des belles infrastructures. Voilà, ici on a une belle salle de sport, on est payé pour s'entraîner. Ça c'est sympa. C'est un truc qui peut un peu surprendre. On est payé pour s'entraîner parce que c'est pas anodin le fait de porter les 30 ou 40 kilos dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, si un mec s'entraîne pas et qu'au bout de 2 heures à la porte il dit je suis fatigué, c'est pas possible quoi. Donc nous, le mec, on lui donne les moyens d'être au niveau pour porter le matériel et assumer la mission. Et clairement, de toute façon, tous les mecs qu'on recrute, tout le monde a le même profil, tout le monde aime faire du sport. Donc tout le monde aime l'intervention, s'entraîner, tout ça. Et à côté de ça, tout le monde aime aussi l'aspect physique. Voilà, c'est vraiment indissociable quoi. Donc on fait tous du sport ensemble et tout le monde tient la route. Donc on a les belles infrastructures, on a également sur site. Donc en fait les locaux sont récents vu que c'est une antenne de 2016. La première tranche des locaux avait été livrée en 2017 ici. Et une deuxième tranche a été livrée il y a quelques mois, courant 2020. Et donc dans cette deuxième tranche, on a le garage avec tout le parc opérationnel, on est bien équipé, on a un véhicule blindé, on a un véhicule d'intervention, on a beaucoup de moyens. On a un portique effraction sur lequel on peut mettre plein d'ouvrants, par exemple on peut mettre des portes.
Et à titre d'entraînement, les spécialistes de l'effraction vont s'entraîner, soit perfectionner ce qu'ils maîtrisent déjà, soit tenter d'innover, de trouver de nouvelles façons, par exemple de poser les charges explosives, ou de trouver des nouveaux modules. Enfin voilà, on est en perpétuelle réflexion pour maintenir nos acquis et essayer de développer de nouvelles choses. On a également un mur de varap. Enfin, on a une potence sur laquelle on peut s'entraîner à faire des descentes en rappel ou des descentes en corde lisse. Par exemple, on a une espèce de patin qui matérialise un patin d'hélicoptère, et on s'entraîne à partir de ce patin. C'est pas très haut, il y a 11 ou 12 mètres. Et on descend sur une corde lisse pour s'entraîner comme quand on fait les descentes d'hélicoptère. On s'entraîne pareil à faire du rappel, à rentrer par des fenêtres. Donc on a tout sur site pour s'entraîner. Voilà. Après on a des partenariats, on a accès à plein de maisons qui sont ou désaffectées ou sur le point d'être détruites pour qu'on puisse nous s'entraîner dans des endroits qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. L'idée, c'est pas toujours de s'entraîner au même endroit parce que forcément on aura trop d'automatisme. L'idée, c'est de découvrir à chaque fois des nouvelles maisons, des nouveaux appartements. Et ben voilà, pour bosser les protocoles, idéalement si on peut péter, ça c'est top. Si on peut casser les fenêtres, si on peut tirer, si on peut mettre des charges explosives, si on peut tirer au calibre 12, c'est encore mieux parce que tous nos sites ne nous le permettent pas. Et ça, on cherche vraiment. Donc ça c'est top. Et après, on va pas se mentir, c'est clairement pas ce qui motive les gens pour venir chez nous, mais en plus, tous les opérateurs chez nous, enfin tous les effectifs chez nous ont une prime. Voilà, donc on a une espèce de prime RAID pour le risque qu'on va prendre. Voilà. Et pour la disponibilité qui est demandée. C'est une prime de risque du coup, c'est ça? Ça s'appelle la prime RAID, et effectivement, c'est une prime qui à la base couvre l'ensemble de la dangerosité, le panel de missions qu'on peut accomplir. C'est-à-dire que nous, demain, on peut être engagé sur du NRBC, on peut être engagé sur du terrorisme, on peut être engagé sur plein de choses, et l'ensemble de la disponibilité qu'on demande et des risques auxquels on peut faire face avait permis à l'époque de créer cette prime et que chaque opérateur puisse en bénéficier. C'est quoi à peu près l'ordre de cette prime? C'est quelques centaines d'euros, c'est un peu plus de 500 euros. Et c'est fixe en fonction du c'est grade fixe, tout le monde a la même. D'accord, c'est pas comme la solde à l'air dans l'armée de terre par exemple où la prime à l'air est différente en fonction du grade? Non, ça c'est fixe. D'accord. Il y a une prime à l'air pour les gens qui sont shooter ops? Non, alors en fait, il y a un seul groupe parachutiste qui est à l'échelon central. Et en fait, ils sont formés toutes les façons de sauter sous voile. Mais contrairement à l'armée, ils n'ont pas cette fameuse prime à l'air. Et en Nantel, on n'a pas cette capacité, nous. C'est-à-dire que si on a besoin d'engager des parachutistes ou des plongeurs, ça c'est de la compétence exclusive de l'échelon central. D'accord. Voilà. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que là-haut, ils ont les moyens humains et matériels pour s'entraîner à ça également. Nous, si ici, on commence à avoir 2, 3, 4 spécialités en plus, l'idée, c'est pas d'être bon partout. L'idée, c'est d'être excellent dans certains domaines. Voilà. Et donc, nous, les mecs, on estime que leur boulot d'opérateur, ils doivent exceller dedans et qu'on leur donne 1 à 2 spécialités maximum, de préférence, dans lesquelles on sait qu'ils auront du temps pour bosser et s'améliorer et être très très bons. Voilà. On cherche pas du moyen plus. Nous, on veut du très bon, voire excellence partout. Justement, cette excellence, est-ce que tu l'as repérée en comparaison des autres pays? Par exemple, est-ce que tu as déjà eu affaire à des gens du SWAT ou des forces armées, des forces de sécurité d'élite dans d'autres pays? Ouais, alors moi j'ai eu, on a l'occasion d'aller faire des échanges à l'étranger, des missions de formation ou d'échanges. On a l'occasion quand même pas mal de bouger. Moi j'étais à l'échelon central un certain temps et j'ai pu bouger pas mal. Effectivement, sur tous les groupes que j'ai rencontrés, clairement, tous les groupes étrangers sont bons. En fait, ils sont bons, ils répondent à la menace à laquelle eux sont confrontés. Donc réellement, on peut pas juger, dire le raid est meilleur ou tel groupe étranger est meilleur. En fait, il faut reconnaître les capacités professionnelles, matérielles de tout le monde. C'est-à-dire que même dans les groupes, même par exemple en Afrique, il y a plein d'endroits où ils ont des super groupes d'intervention. Et même les endroits où, par exemple, financièrement parlant, matériellement parlant, ils ont accès à moins de matériel que nous. Eh bien, il y a cette espèce de système D qui se développe où ils arrivent à trouver des petits palliatifs pour quand même réussir à mener la mission.
Et nous, en fait, quel que soit le groupe qu'on rencontre, en fait, on arrive toujours à trouver un petit truc tactique ou un petit élément de matériel. On arrive à s'enrichir avec chaque échange. Et donc, pour répondre à ta question, j'estime, moi, de tout ce que j'ai vu, que clairement, le raid n'a pas à rougir vis-à-vis de tous les groupes que moi j'ai pu rencontrer. Pas pour dire qu'on est meilleur ou moins bon, je dis juste que clairement, moi, ce que j'ai vu chez les autres, j'ai vu plein de super choses qui s'expliquaient par ce à quoi ils étaient confrontés, par leur mode opératoire, par leur protocole d'intervention. Et nous, pour ce à quoi nous on est confrontés, j'estime qu'aujourd'hui, attention, hein, sur les groupes étrangers, on a vu plein de trucs qui étaient super bien et tout le monde va piocher à gauche, à droite. De la même manière qu'il y a des groupes qui prennent au raid ou ailleurs, nous, si on voit un truc qui est bien, on est dans l'ultra technique, dans l'ultra précision, hein. C'est-à-dire que s'il y a une méthode d'ouvrir une porte en particulier auquel a pensé un pays, eh ben on n'hésite pas à récupérer, à faire améliorer. Nous, on évolue en permanence. Voilà, on a évolué énormément avec les attentats et sur chaque échange, on évolue. Des fois sur des tout petits points de détail, mais nous, le détail, c'est super important. Et donc, clairement, pour répondre à ta question, j'estime que, et ça n'engage que moi, que clairement, on n'a pas à rougir vis-à-vis des autres groupes d'intervention, que tous les échanges qu'on a fait à première vue, eh ben, ont été plutôt très bien accueillis par les autres groupes étrangers. Et nous, à contrario, on en tire toujours une expérience. Et quel que soit le pays, hein, c'est pas forcément les États-Unis ou le Japon, le Brésil qui nous apportent le plus. On prend partout, et même en Afrique ou voilà, partout on prend et on arrive toujours à trouver des petits trucs intéressants. Il n'y a pas un service en particulier ou un pays en particulier qui t'a marqué ou qui t'a impressionné justement en comparaison de ce qu'on pouvait y penser éventuellement? Impressionné, pas vraiment. Après, par exemple, les États-Unis, leur grosse force, c'est qu'ils déploient énormément de moyens matériels, humains. C'est toujours la grosse, c'est pas l'usine à gaz, mais ils arrivent à déployer, voilà. Ils arrivent à injecter énormément d'argent, à toujours être à la pointe, parce que souvent, en plus, les derniers produits sont pas toujours, mais régulièrement développés chez eux. Ils arrivent à les avoir, enfin voilà. Ça, c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir leurs moyens, de voir qu'ils ont 15 blindés, qu'ils ont 10 hélicoptères, qu'ils ont… voilà. Donc en termes de moyens, ça, c'est vrai que c'est toujours un peu impressionnant, notamment les Américains. Pas tous les groupes, attention, mais certains groupes, ça, c'est assez impressionnant. Après, en termes de Brésil, par exemple, je suis allé au Brésil, le BOPE, la BOPE, et les autres groupes brésiliens d'ailleurs, m'ont pas forcément impressionné par l'aspect tactique ou stratégique, parce que clairement, tout le monde bosse, tout le monde avance. Donc clairement, je les ai trouvés super bons, mais par contre sur l'aspect intervention pure et sur ce à quoi ils sont confrontés, donc clairement, bon, ils sont sous le feu plusieurs dizaines de fois par an. Voilà, ils perdent régulièrement des effectifs à eux, donc leurs retours d'expérience à eux sont super intéressants. Donc franchement, eux, ils bossent peut-être des fois un peu moins sur les milieux clos que nous, parce que c'est pas les mêmes configurations qu'ils rencontrent au Brésil, notamment dans les favelas. Donc peut-être que des fois, nous, on a cogité davantage parce qu'on rencontre plus de problématiques en milieu clos. Donc c'est pas pour dire qu'on est meilleur, c'est juste pour dire qu'on a peut-être cogité un peu plus sur, par exemple, les milieux clos, moi, de ce que j'ai pu voir. Mais à côté de ça, eux, sur plein d'autres trucs, ils ont cogité davantage parce qu'ils sont plus exposés, notamment les favelas, notamment les prises en compte extérieures, les progressions extérieures sous le feu, le contre-sniping, parce que des fois ils ont des snipers qui les attendent. Donc en fait cette expérience elle est vachement intéressante pour nous parce que ce à quoi ils sont confrontés, on ne vit pas la même chose, mais peut-être que demain on le vivra. Et l'intérêt du raid, c'est toujours d'avoir un pas d'avance et de toujours anticiper sur ce qui peut arriver. Voilà, et donc eux notamment… leur expérience est super intéressante. Et puis voilà, puis discuter avec des mecs qui vont au feu 10, 15, 20 fois par an, bon, bah ça, voilà, clairement, c'est hyper respectable. Pour terminer cet entretien, et je te remercie pour cet échange parce que c'est super intéressant, je pense que pas mal de gens seront intéressés par ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer dans cette profession et dans cette spécialité dans la police, de rentrer au raid? Alors rentrer au raid, bon déjà moi je pense que ça ressort un peu de ce que j'ai dit, mais il faut s'enlever de l'idée que c'est inaccessible. Il faut s'enlever de l'idée que si on n'est pas champion du monde de MMA, de grappling, de je sais pas quoi, c'est inaccessible. Clairement, si le mec est champion du monde de quelque chose, c'est un plus, on va pas se mentir, mais il n'y a pas besoin. Donc nous, tout ce que j'ai évoqué, tout peut se préparer,
clairement, moi ce que je veux dire, c'est que c'est accessible. Ça sera une question de préparation. Effectivement, le mec, il faut qu'il ait un potentiel. Si le mec il est trop limité physiquement, ou qu'il n'a pas un bon discernement, ou professionnellement, il n'est pas capable de réagir sous stress, je ne vais pas non plus dire que tout le monde peut y arriver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent y arriver, et notamment des gens qui ne pensent pas le pouvoir. Et moi, par exemple, je pense en être un exemple, parce que les officiers, on passe les tests avec les gardiens. Donc que ce soit officier ou gardien, on passe les mêmes tests, sauf qu'en plus, nous, on a des épreuves de commandement, de management et tout ça. Et ce qui est bien, parce que ça permet de s'intégrer plus facilement après, parce que les mecs, ils savent qu'on a passé les mêmes tests qu'eux. Et moi, ce que je veux dire, c'est que j'étais champion du monde de rien, c'est-à-dire que j'avais un niveau très correct dans un sport. Voilà, et je touchais un peu à tout. Et pourtant, j'ai réussi comme plein d'autres. Et moi ici, j'ai des mecs qui ont ou ont eu le niveau international dans un sport. Mais j'en ai d'autres qui leur tiennent la dragée haute alors que pourtant ils ne sont pas internationaux. Donc tout ça pour dire que on cherche des mecs besogneux, on cherche des mecs qui sont prêts à s'investir, qui sont prêts à se préparer. Et déjà, si un mec n'est pas international dans un sport, mais qu'il est prêt à se préparer pendant 9 mois ou 12 mois, et à sacrifier plein de choses pour pouvoir arriver chez nous, c'est un mec déjà qui montre qu'il peut avoir le profil pour venir chez nous. Donc en gros, moi ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pas tout le monde, mais beaucoup de gens peuvent venir chez nous et qu'il faut y croire, il faut se donner les moyens. Et voilà. Et il y a plein de gens qui se donnent les moyens, qui au test se rendent compte que on a beau se donner les moyens, il y a souvent beaucoup plus fort. Et malheureusement, on fait un tri, on prend que les meilleurs. Mais que des fois on a des belles surprises et que des fois des mecs sur le papier partaient pas forcément en pole position, partaient un peu comme des outsiders et se sont révélés. Et voilà. Et la vérité, c'est que y a plein de gens qui peuvent, à mon avis, rentrer chez nous s'ils se donnent les moyens. Ouais, faut oser quoi. Faut oser. Bon, on va conclure sur ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier, disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.